Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Barocco Lecture et Podcast. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'ouvrages de fantasy. La toute dernière vidéo qui a été mise en ligne, c'est mon podcast sur ma plongée au cœur des écritures des premiers auteurs, premières autrices de fantasy. Dans ce podcast, je vous ai parlé de quelques ouvrages, mais je ne vous ai pas donné mon avis en détail, je ne vous ai pas fait des résumés plus complets, et comme le challenge de mon club de lecture de ce mois-ci est centré autour de ces écrits-là, de ces auteurs et autrices-là, je me suis dit que c'était dommage que vous n'ayez pas mon avis plus poussé que dans ce podcast où juste j'énumère des faits et je cherche à analyser ces textes plutôt que de vous livrer mon avis et mon ressenti de lecture. Je ne vous parle pas plus en détail de La Princesse légère de George MacDonald qui lui a été écrit en 1864 parce que je vous en avais parlé dans mon dernier vlog sur ma chaîne Il était une fois personnage que je vous référence. Donc si jamais vous voulez avoir mon avis et savoir un petit peu de quoi parle La Princesse légère, je vous conseille d'aller voir. Ensuite, je vous parle des Centaures de André Lichtenberger. Celui-ci, c'est un vrai coup de cœur pour moi. On suit Cadilda, qui est une jeune centauresse, la plus jeune, la dernière née de la race des centaures, et par laquelle on va voir la chute du monde dans lequel elle a évolué. Ici, on est plutôt dans un imaginaire mythique, avec des créatures non pas folkloriques, mais mythiques, avec les centaures, les faunes, les tritons, les sirènes. On est plus du côté de la Grèce antique que du côté des récits nordiques. Et c'est incroyable de voir ce qu'un auteur français strasbourgeois a fait du matériau imaginaire, parce que ça n'a absolument rien à voir avec ce que vont nous proposer des auteurs et autrices britanniques anglo-saxons. Déjà, le fait qu'ils prennent pour protagoniste un personnage féminin, je trouve que c'est peu commun dans les récits que moi j'ai pu lire datant de ces années-là, et aussi sur les récits de fantasy que j'ai pu lire à l'occasion de ce podcast. Et là, qu'ils prennent Cadilda, qu'ils décrivent et qu'ils décrivent avec précision les émotions qui naissent à l'intérieur d'elle, parce que on nous dit que les centaures c'est un peuple animal. Même si ils ont un torse humain, ça reste des chevaux qui courent, ils n'ont pas d'émotions, ils ont juste des instincts, des pulsions, ils veulent se reproduire, mais ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de sentiments véritables. Ils n'éprouvent pas véritablement des émotions de grandes émotions, voilà. Ils ont des rites, comme parfois ça existe chez certaines espèces animales, mais ce n'est pas humain, ce n'est pas humanisé. Et Cadilda va un jour rencontrer un être humain, et de cette rencontre avec un être humain va découler toute la suite du roman et toute l'évolution du personnage de Cadilda. Et de par la rencontre avec cet être humain, Cadilda va complètement être bouleversée, et elle va vouloir en savoir plus. On a presque un côté aussi un petit peu petite sirène, vous savez, qui a envie d'être humaine aussi, qui ne veut plus regarder ses jambes, qui ne veut plus de ses... Cadilda, elle ne veut plus être une centauresse, elle a honte de ses jambes de cheval, enfin, elle aimerait être humaine, parce qu'elle sent que chez les humains, il y a des choses en plus qu'elle n'a pas dans son peuple et dans les autres créatures mythiques qu'elle rencontre. Elle sent qu'il y a autre chose, qu'il y a des émotions. Cadilda va être la première centauresse à pleurer, à éprouver des sentiments tout à fait nouveaux pour cette race-là. Il y a aussi un très beau moment où il y a un dialogue entre Cadilda et un faune sur leur appétence pour la vie humaine, la civilisation humaine, et c'est très intéressant. Point négatif pour moi quand même dans ce roman, à un moment il y a un viol, voilà, je pense que c'est important de le dire, au-delà du spoil, je pense que c'est important de le dire si vous ne voulez pas lire de viol. Et pour moi, ce n'est pas remis en cause véritablement, et c'est mon seul point négatif dans ce roman. Voilà, mais sinon c'est une très belle écriture, une très belle mythologie inventée sur un monde qui s'effondre, sur toutes ces créatures qui vont disparaître, qui vont fuir, qui vont connaître un exode, parce que le temps est venu aux hommes de prendre la place dans le monde et sur Terre, et c'est très bien écrit sous la plume de Lichtenberger. Cadilda a revu les hommes. Pendant bien des jours, elle a lutté contre l'instinct secret qui, tous les matins où elle n'accompagnait pas ses frères au champ de Reiki, la poussait vers la rivière aux cygnes. Pendant bien des jours, elle a voulu chasser le souvenir de sa rencontre, oublier l'enfant Naram qui l'appelait par son prénom, Cadilda. Et puis sa force de résister s'est éteinte. Un matin, à l'aube, elle est partie. Elle a franchi la plage du Midi. Elle a remonté le cours de la rivière. L'œil aux aguets, les narines dilatées, l'oreille tendue, posant ses pieds avec précaution pour ne point froisser les feuillages, elle s'est enfoncée dans les bois qui l'environnent. Elle a reconnu les passées des hommes, moins larges et plus hautes que celles du sanglier. Elle les a suivis. Elle sait maintenant où gîte le peuple de Naram.
dans une clairière au milieu d'un bois de châtaigniers. Elle a aperçu à travers les fourrés les grottes singulières que les impurs savent élever eux-mêmes avec des branchages, des mousses, du fourrage et de la boue. Alentour des cabanes, elle a vu les mâles et les femelles vaquer à leurs occupations. Les unes sont affreuses. Avec horreur, Cadilda les a regardées dépequeter des bêtes égorgées et se repaître de leur chair. D'autres fois, ils se livrent à des travaux d'une adresse surprenante. De leurs doigts si merveilleusement fins et déliés, ils assemblent des pots, taillent le bois et la pierre, les font adhérer par des procédés qui tiennent du prodige. À suivre leurs mouvements subtils, Cadilda se sent étourdie. Ensuite, je vous parle du serpent Ouroboros de E.R. Edison. Ça fait partie des auteurs qui ont inspiré notamment C.S. Lewis pour Narnia, qui ont inspiré Tolkien, même si Tolkien trouvait que Edison était trop sombre, trop dur et trop ambigu dans son cycle. Le point fort, c'est la flamboyance de l'écriture et le côté extrêmement baroque. Dans la préface, là, aux éditions Calidor, on nous dit que Edison aimait beaucoup Shakespeare, le théâtre anglais élisabétain, et ça se sent vraiment dans l'écriture. Au niveau des dialogues, on a quelque chose d'extrêmement théâtral. Ça a du punch, on est plongé dans des décors sublimes, dans des décors complètement démesurés. On va suivre, en fait c'est le récit d'une guerre entre deux clans, entre la démonie qui veut être une province libre de la planète Mercure et les rois sorciers. Et on va suivre en parallèle les démons qui sont les héros de cette histoire, ces chevaliers extrêmement forts, extrêmement belliqueux. J'ai beaucoup accroché au début de ce roman, mais en fait arrivé à un moment c'était plus assez prenant pour moi. On est beaucoup dans énormément de descriptions, de batailles, et moi c'est pas ce que j'aime lire en fantasy, mais on sent que ce roman fait partie des fondateurs de la fantasy et que beaucoup ensuite de récits de guerre entre deux peuples, mais c'est pas possible quoi. Entre le badminton tout à l'heure, les pompiers ou la police, et là les hélicoptères, ça ne s'arrêtera donc jamais. Mais au moins, j'aurais appris quelque chose, parce que le serpent Ouroboros, en fait c'est ce que vous voyez là sur l'illustration de couverture, c'est ce fameux serpent qui se mord la queue. Ce récit est découpé en deux parties pour les éditions Calidor, et je suis tout de même allée tout à la fin de la deuxième partie pour avoir le dernier chapitre. Moi je m'en fiche d'être spoilée, enfin de m'auto-spoiler, ça me dérange pas du tout. Donc j'ai compris pourquoi c'était le serpent qui se mordait la queue, ce récit, et là-dessus c'est ce qui me donne envie de lire tout de même le deuxième tome, même si le premier à la fin je le lisais en diagonale pour tout vous avouer, parce que c'était un peu lourd pour moi et j'avais pas des personnages, enfin j'étais très loin des personnages, j'étais trop en extérieur et je n'appartenais pas à ce récit pour moi. Rendons-nous maintenant dans la grande salle d'audience et demeurons-y un moment. Le matin allume les hauteurs de l'atmosphère et les gens ne tarderont pas à s'agiter à l'intérieur du château. On ne repose pas longtemps en son lit quand commence le jour en démonie. Car sache-le, ô natif de la terre, cette contrée est la démonie, cette forteresse, celle de Messirgus, et ce jour qui pointe à l'instant celui de son anniversaire, où les démons donnent de grandes fêtes en son château afin de l'honorer, lui et ses frères Crachefeu et Goldriblutsko. Et ceux-là, et leurs pères avant eux, ont à charge de régner depuis des temps immémoriaux sur la démonie, et en souveraineté sur tous les démons. Ils parlaient, et les premiers rayons bas du soleil frappèrent comme des javelots par les fenêtres de l'est, et la fraîcheur du matin s'exhala et frémit en cette immense salle, chassant vers les coins et recoins et les solives du toit en arche les ombres bleues et ternes de la nuit qui se retiraient. Assurément nul potentat sur terre, ni Crésus, ni le grand roi, ni Minos en son palais royal de Crète, aucun de tous les pharaons, la reine Sémiramis, ni tous les rois de Babylone, ni de Ninive, n'avait jamais eu telle salle du trône qui se compara par sa gloire à cette vaste salle d'audience des seigneurs de démonie. Ses murs et ses colonnes étaient d'un marbre blanc comme neige, dont chaque veine était incrustée de petites pierres précieuses, rubis, coraux, grenailles, topazes, roses. 7 colonnes de chaque côté soutenaient la voûte ténébreuse du toit. La panne faîtière et les solives étaient d'or, curieusement sculptées. Le toit lui-même était en nacre. Une allée latérale courait derrière chaque rangée de colonnes, et 7 fresques sur le côté ouest répondaient à 7 baies spacieuses à l'est. Au bout de la salle, sur une plateforme, se dressaient 3 grands trônes, dont chacun avait pour bras 2 hippogriffes figurés en or, aux ailes déployées, et pour pieds leurs pattes, mais le corps de chaque trône se composait d'un unique joyau de taille monstrueuse. Le siège de gauche, une opale noire scintillant de flamboiement bleu acier. Le suivant, une opale de feu qui semblait une braise ardente.
morte. Le troisième, une alexandrite mauve la nuit comme du vin, mais d'un vert marin profond le jour. Cette fois-ci, on n'est plus chez les éditions Calidor, mais chez Folio SF. J'ai lu La fille du roi des elfes de Lord Dunsany. Alors, c'est une grosse déception pour le coup, La fille du roi des elfes. Au départ, on nous dit que le peuple de Dawn demande à son roi d'avoir une descendance féerique. Ils veulent un roi féerique sur le trône avec une puissance magique. Donc le roi va demander à son fils d'aller chercher la fille du roi des elfes et de la ramener dans le royaume des mortels pour l'épouser et ainsi avoir cette fameuse descendance. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit toute la quête de ce livre, La fille du roi des elfes. Et non, ça prend 3 chapitres. Les 3 premiers. Et tout le reste, c'est la suite de leur vie ensemble. Enfin, c'est pas hyper intéressant. La protagoniste, Lyra-Tzel, la protagoniste Lyra-Tzel, donc la fille du roi des elfes, c'est un personnage vraiment tête à claque qui est écrit de façon extrêmement bête et un peu misogyne aussi parce que son but c'est juste d'être belle et immortelle et elle se rend compte d'un coup que sur Terre le temps passe et que possiblement elle va devenir moins belle, elle va avoir le visage qui va s'affaisser, se creuser, elle va avoir des cheveux blancs, enfin vraiment elle a l'impression d'être en décomposition et elle se fait beaucoup de soucis pour son apparence, mais elle veut pas du tout lire, elle veut pas du tout se cultiver sur l'histoire de la Terre, la culture des hommes, pourtant de qui elle est la reine, mais donc c'est pour ça que ça m'a passablement énervée, même si le tout début vaut le coup pour la description que fait Lord Dunsany du royaume de Faerie. Enfin maintenant, décrire le royaume des fées, c'est quelque chose de vu, de re-revu, et là, Lord Dunsany, parce que je pense qu'il fait partie de ses premiers à le décrire aussi, à prendre le temps de le décrire, c'est extrêmement bien fait, et là le narrateur s'adresse directement au lecteur, alors que depuis le début du récit, on était dans le conte, dans la légende, dans quelque chose de très lointain, et là quand le personnage, le prince Alvéric, arrive en Faerie et voit le paysage de ses yeux, le narrateur d'un coup prend le lecteur à partie, et moi en tout cas c'est ce que j'aime dans ce récit. Et c'est le petit extrait que je vais vous lire, mais très honnêtement, je ne vous recommande pas de lire La fille du roi des elfes, à moins que vraiment vous soyez fan des primos autoristes de fantasy et de savoir d'où viennent les récits qu'on lit aujourd'hui. Ce ne sera pas un manque à votre culture fantasy, je pense, de ne pas lire La fille du roi des elfes de Lord Dunsany. Il m'est difficile de décrire ce pays qu'Alvéric venait d'atteindre à ceux dont l'imagination ne dépasse pas les limites de nos contrées familières. Comment pourrait-il se représenter cette plaine aux arbres disséminés, et au-delà des sombres forêts, le palais des elfes qui tend ses flèches argentées vers la couronne de paisibles montagnes aux cimes parées de couleurs dérobées à la lumière inconnue? Pourtant, ces images féeriques sont bien la motivation de toutes nos rêveries, et si par ma faute mon lecteur échoue à visualiser les pics du pays des elfes, j'aurais mieux fait de me cantonner à nos contrées familières. Il faut savoir qu'au pays des elfes, les couleurs sont plus profondes que chez nous. L'air brille d'une luminosité si intense que tout là-bas revêt les atours de nos arbres et de nos fleurs de juin reflétés sur une surface miroitante. Comment mieux symboliser la couleur de ce pays que je tente désespérément de dépeindre qu'en évoquant quelques-uns de ces échos parvenus ici-bas. Imaginez le bleu foncé d'une nuit d'été à la brune, le bleu pâle de Vénus inondant le soir de sa luisance, les profondeurs des lacs au crépuscule. Vous en aurez alors une idée plus précise. Et alors que nos tournesols pivotent avec précaution vers le soleil, certains aïeux de nos rhododendrons ont dû toutefois se tourner légèrement vers le pays des elfes, si bien qu'ils sont empreints aujourd'hui encore d'une part de cette beauté. Mais par-dessus tout, pensez à nos peintres, qui, eux, ont aperçu ce pays en de nombreuses occasions. Nous découvrons parfois dans leurs tableaux une radiance bien trop admirable pour nos chants, souvenir éphémère de ces montagnes bleu pâle, entreaperçues jadis qui s'est imposée à eux, tandis qu'assis devant leur chevalet, ils croquaient nos contrées familières. Autre gros coup de cœur pour moi avec les centaures, c'est Lude en brume de Hope Mirrlees. Hope Mirrlees, c'est une autrice contemporaine de Virginia Woolf qui n'a écrit que 3 romans, un roman historique et un roman qui se passe dans les années 20, 1910-1920, et le 3e qui est Lude en brume, qui est le seul de fantasy qu'elle a écrit. Si vous êtes amateuriste de Neil Gaiman et de son Stardust, sachez que Neil Gaiman s'inspire tout bonnement de Lude en brume, et donc si vous aimez Stardust autant que j'aime Stardust, vous adorerez Lude en brume. C'est merveilleusement écrit. Lude en brume, c'est une cité paisible, prospère dans le Dorimar. Il y a 200 ans avant que notre récit commence, ils ont chassé le duc Aubrey, qui était un duc
un peu à la Rabelais, vous voyez, qui buvait, qui était libidineux, qui était lubrique, qui était libertin, qui organisait des orgies. Et donc les habitants l'ont chassé et à présent c'est plus ou moins une démocratie qui s'est mise en place puisque nous avons le maire de Ludembrume qui est Nathaniel. Sauf que Nathaniel est tenté depuis son enfance par la note. La note, on va découvrir que c'est quelque chose de féerique, quelque chose qui appartient au monde de Faerie. Puisque quand le duc s'est exilé il y a 200 ans, il s'est exilé avec toutes les créatures de Faerie dans un royaume au-delà d'une certaine frontière. Et ce royaume est maudit, on n'en parle pas, on est vraiment dans du folklore pour le coup très irlandais ou très écossais, vous savez, dans ces légendes où il y a la légende par exemple des changelins, donc c'est ces enfants qui sont échangés par les fées. On est dans cette ambiance là et Nathaniel est donc hanté par la note, qui est une note qui vient d'instruments féeriques. À nouveau, Hope Mirlis, elle fait preuve d'énormément de finesse dans les références à certaines légendes folkloriques qui font écho à nous. Par exemple, tout ce qui est de la musique qui entraîne les gens dans des danses jusqu'à les mener à la mort et au pays de féerie. Moi, ça me fait penser bien sûr aux joueurs de flûte de Hamelin. Il y a tout cet aspect-là, il y a tout cet aspect folklorique qui est très présent dans Ludembrume et qui est très intéressant à voir et à lire. On a tout ce commerce de fruits féeriques dont il ne faut pas parler parce que en fait les fruits féeriques, là on tombe aussi dans du folklore et dans les légendes autour des fées et du petit peuple. Quand en fait il est dit que quand on arrive au royaume des fées, une fois qu'on a mangé ou bu quelque chose qui vient de Faerie, on ne peut plus revenir dans le royaume des mortels. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les légendes grecques, notamment avec Perséphone qui, une fois qu'elle aura mangé 6 noyaux de pépins de grenade au royaume des enfers, ne pourra plus revenir totalement sur terre auprès de sa mère. En fait, ce récit est pétri de mythes et de réinterprétation des mythes. Et je comprends pourquoi Neil Gaiman adore ce roman, pourquoi ce roman l'a autant inspiré pour écrire Stardust, mais je ne comprends pas pourquoi ce roman n'est pas plus connu en France et par les amateuristes de fantasy, parce que c'est un bijou, c'est vraiment une pépite Ludembrume. Le style est envolé, il est drôle, il est peint sans rire, il est fin, et on est avec des personnages troubles qui nous mettent mal à l'aise. Pourtant on est dans... Là, et c'est là qu'on voit que l'utilisation des faées, c'est quelque chose de malsain en fait. Des fées, c'est pas la petite fée Clochette dans Peter Pan qui est douce, qui est gentille, enfin dans la version Disney je parle, on voit que le peuple des faées, c'est un peuple extrêmement malsain qui n'est pas un peuple gentil, qui n'est pas un peuple là comme adjuvant de l'humain en fait, c'est un peuple antagoniste. Et avec des rites et une culture beaucoup plus sombre, beaucoup plus dérangeante, beaucoup plus perverse. C'est ça en fait les faées, c'est extrêmement pervers et on sent tout ça dans Ludembrume. C'est... voilà. J'ai 2 gros coups de cœur moi dans j'ai 2 gros coups de cœur dans les livres que je vous présente aujourd'hui, c'est Les Centaures de Lichtenberger et Ludembrume de Hope Mirlis. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ces 2 récits qui sont tous les 2 extrêmement différents, mais apportent quelque chose aux personnes qui aiment la fantasy, et la fantasy bien réfléchie et bien écrite. Chapitre 2. Le duc, farceur détrôné et autres légendes d'Orimarit. Avant de nous lancer dans cette aventure et pour sa bonne compréhension, découvrons ensemble les grandes lignes de l'histoire du Dorimar ainsi que les us et coutumes de ses habitants. Ludembrume courait le long des berges de 2 rivières, la Pommelée et l'Alénée, qui se rejoignaient en formant un angle aigu, à la pointe duquel s'élevait le port. Au-delà, sur le flanc de la colline où s'étendait la vallée de la Nécromancie, se dressaient de nombreuses habitations. L'Alénée, la plus grande rivière du Dorimar, devenait si large en traversant Ludembrume, pourtant située à 20 miles à l'intérieur des terres, qu'elle lui octroyait tous les avantages d'un port. A l'inverse, en bord de mer, le port n'était pas plus grand qu'un village de pêcheurs. La Pommelée, elle, qui prenait sa source en Faerie, dans une mer intérieure salée selon les géographes, et dont le lit majoritairement souterrain se faufilait sous les monts contestés, n'était qu'un petit ruisseau sans prétention et ne participait guère à la vie commerciale de la cité. Mais une vieille maxime d'Orimarit disait qu'il ne fallait pas oublier que la Pommelée se jette dans l'Alénée. Surtout employée pour montrer qu'il ne faut pas mépriser les plus humbles travaux, elle avait certainement été utilisée à d'autres fins à l'origine. Autrefois, le Dorimar était un duché, dont la population était constituée de nobles et de paysans. Mais petit à petit, une nouvelle bourgeoisie avait vu le jour et découvert, comme toute bourgeoisie moyenne digne de ce nom, que le commerce était entravé par un souverain absolu ainsi qu'une impitoyable noblesse. D'une certaine façon, ensemble, ils représentaient un véritable barrage pour l'Alénée. Au fil des générations, les ducs étaient en effet devenus de plus en plus capricieux et égoïstes, jusqu'à l'arrivée du duc Aubray, un bossu au visage d'une beauté angélique qui semblait possédé par un démon moqueur et destructeur. Et enfin, le tout dernier ouvrage que j'ai à vous présenter, c'est Les Dieux Verts de Nathalie
Endberg. Sa vie est tout à fait intéressante puisque Nathalie Endberg est née en Géorgie, puis a connu l'exil et est venue en France. Elle écrit en français, elle était publiée à la base en français. Son livre ensuite, Les Dieux Verts, a été traduit aux États-Unis ainsi que toute une partie de sa bibliographie puisqu'elle écrit essentiellement plutôt dans la version science fantasy ou SF science-fiction plutôt que de la fantasy pure. Et c'est par le biais américain qu'elle est revenue en France et qu'elle a été republiée dans sa langue de publication originelle. Nathalie Endberg, c'est aussi une autrice qui a publié d'abord sous le nom de son mari parce que les éditeurs ne voulaient pas qu'une femme écrive ce genre de roman et ne prêtaient pas attention à ses écrits jusqu'à ce qu'elle prenne le pseudonyme de son mari pour faire publier ses romans. Tout ça c'est dit dans l'introduction des Dieux Verts de Nathalie Endberg et c'est là que j'ai envie de souligner le travail fait par les éditions Calidor pour nous offrir ces ouvrages. Ils ont, à chaque fois il y a des dans chacun des ouvrages que je vous ai présentés venant de cette maison d'édition, il y a des préfaces et des introductions qui sont extrêmement intéressantes et pointues et référencées qui nous permettent de comprendre tout le contexte dans lequel ont été écrits ces ouvrages. Je ne peux que vous recommander cette maison d'édition qui m'a fait parvenir ces livres. Je vous la recommande pas pour cette raison-là, je vous la recommande parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour leur travail, pour les recherches qu'ils font, pour ce qu'ils nous proposent. C'est extrêmement intéressant, j'ai appris tellement de choses grâce à leurs préfaces, à leurs introductions. Mais si j'en reviens aux Dieux Verts de Nathalie Endberg, c'est le récit que j'ai le moins aimé parce que moi je ne suis pas du tout une lectrice de SF, de science-fiction, je suis plutôt attachée à la fantasy qui a un caractère moyenâgeux on va dire. Vraiment tout ce qui touche à la science fantasy quand on est à la limite avec la SF, c'est pas pour moi, je décroche très vite et ça a été le cas avec Les Dieux Verts de Nathalie Endberg. Mais il faut dire que dans ce récit, j'ai retrouvé énormément de Salammbô de Gustave Flaubert. On est dans un style... alors là pour le coup c'est flamboyant, c'est démesuré, c'est une langue extrêmement travaillée, parfois ardue, vraiment. Moi j'ai eu du mal à rester accrochée à ce récit parce que je ne suivais pas du tout, enfin il y avait parfois la langue qui prenait presque trop le pas sur le fond. On se trouve après l'apocalypse au Mexique dans un royaume où ce sont les plantes qui dirigent maintenant l'humanité avec des insectes et il reste seulement quelques colonies d'hommes et de femmes qui luttent pour leur survie, pour la survie de l'espèce humaine parce qu'ils ne veulent pas que l'espèce humaine s'éteigne sur la terre pour laisser le pas aux plantes et aux insectes. Et on va donc suivre la dernière reine humaine qui est la reine Atléna qui ressemble beaucoup à Salammbô et on suit aussi Argo qui a tout du héros de fantasy, du chevalier qui part en quête ici donc pour sauver l'humanité, pour partir à la rencontre de pourquoi l'humanité s'est éteinte, comment les hommes s'en sont-ils remis à certains moments de l'histoire du monde pour que leur race, leur espèce survive. Enfin, c'est assez intéressant, mais pour moi, j'étais beaucoup trop loin de tout ça. Mais il y a des très beaux moments, des très beaux passages, mais j'en étais loin. Je ne vais pas plus en détail dans Les Dieux Verts parce qu'il y a un excellent podcast de la Luciole littéraire à propos de cet ouvrage qui dure une quinzaine de minutes, qui vous en dira beaucoup plus que moi sur ce livre. Le prince se tourna vers la statue masquée d'or et d'émeraude. Sa voix s'adoucit. C'était une caresse, et ses yeux souriaient. « Sois mon juge, Atléna, dit-il. » Il tendait toutes ses ondes mentales pour prendre contact avec un esprit distant, défendu par des siècles de royauté. Il criait en silence. « Oui, tout cela est vrai. J'ai failli, mais pas contre toi. J'ai donné aux autres ce que tu méprises et redoutes. Mon désir. Mais si seulement je pouvais t'aimer, étoile, tout serait autre. » Elle n'avait pas bougé. Son masque était étrange et hostile. Les émeraudes incrustées dans les orbites brillaient comme des lithopes, et Argo ne reconnaissait pas les douces prunelles violettes. Une pensée horrible lui vint. Ce n'est pas elle, ils l'ont enfermée ou tuée. Et pendant une brève seconde, les plantes triomphèrent. Mais une petite main veinée de bleu quitta les genoux de la statue en un geste autoritaire. Finement griffée de ronces l'autre nuit, c'était celle d'Atléna. La reine se dressa, l'immense queue reptilienne de sa robe balaya les dalles et l'amphithéâtre se prosterna à ses pieds. « Écoutez tous !» dit une voix sourde et dorée. La reine parle. La reine dit la force des lois est d'être ancienne et raisonnable. Depuis quand les solaires ont-ils jugé par les étrangers? Vous m'accuserez aussi bien quand j'aurai jeté mes plantes grâce aux caïmans. Je n'en fais rien. Je déteste les choses qui hurlent. Mais j'ai lu notable. Si j'en ai envie, j'aurai le droit. Que le prince de Lémurie ait pris son plaisir où il veut, comme il veut, voilà qui le regarde. Il scelle l'empire, n'est-ce pas? Mieux que vous tous.
D'autre part, cette histoire de méga toujours assiégée, jamais prise, devient trop amusante pour y renoncer. Argo prétend-il qu'il prendra cette ville, qu'il la prenne, béni soit Altan. Si cette vidéo vous a plu ou intéressé, je vous recommande d'écouter, si ce n'est pas encore fait, mon podcast autour de ces auteuristes de fantasy. Et je vous recommande de me suivre sur mon compte Instagram Barocco Lecture pour nous rejoindre durant cette fin du mois de mai, ce début du mois de juin pour découvrir ces primos auteuristes de fantasy. C'est ce que je vous propose pour mon club de lecture de ce mois-ci. De mon côté, je vais lire Le Lac aux îles enchantées de William Morris. Si vous avez déjà lu certains de ses ouvrages, certains de ses auteurs, si vous aimez la fantasy, comme toujours, n'hésitez pas à m'en parler, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et j'espère vous retrouver pour ce mois-ci sur les bords du fleuve de Faerie.